Merci beaucoup et je vous remercie tous de l'accueil que vous me faites ici à l'UQAM. Ça fait vraiment plaisir de venir redécouvrir avec vous le Nord et tout ce que ça me signifie depuis donc une quarantaine d'années. Je suis venu un peu vous raconter des choses, mais aussi pour vous écouter et j'espère qu'on aura assez de temps pour écouter toutes sortes de réflexions sur l'évolution de ces idées. C'est La Rochefoucauld qui nous a dit que les vieux aiment donner de bons préceptes pour se consoler de ne plus pouvoir donner de mauvais exemples. Mais j'essaie, malgré le grand respect que j'ai pour cet auteur, j'essaie de renverser cette formule. Je vais donner aujourd'hui un très mauvais exemple. Je vais parler directement de moi-même. Ce qui, pour des universitaires de ma génération, était la chose qu'on ne faisait jamais. Je vais vous parler d'abord de quelques incidents dans ma vie qui ont influencé ma conception du Nord. Et ensuite de l'évolution de mes propres découvertes dans ce domaine, en espérant que ça vous donne un autre angle de perception de la méthodologie en particulier. Imaginez donc que je débarque au Canada à un certain moment dans ma vie dont je ne parle pas, et je me trouve à travailler dans une des nombreuses industries minières, c'est-à-dire que je creuse le sol et je fais des produits avec. Et un beau jour, la compagnie m'avait envoyé à Hull-Québec, qui s'appelle maintenant Gatineau. Mais enfin, à l'époque, c'était Hull-Québec qui avait un caractère propre. Et un beau jour, sur des grands silos où on emmagasinait le produit, on regardait vers la forêt de la Gatineau, avec le contremaître, je parlais, et puis soudain, il a sorti de sa poche une boussole magnétique. Bon. Et il m'a dit, bon, vous qui êtes un homme instruit, pouvez-vous m'expliquer à quoi ça sert, comment se servir de cela? Alors là, j'étais prêt à tomber des nuées parce que on venait de regarder toute l'étendue de la forêt où il m'expliquait qu'il allait, quand il avait des moments libres, pour chasser de l'ours. Vous aventurez dans tout ça sans savoir comment se servir d'une boussole? C'est pas possible. Oui. Ben, évidemment, la réponse était très claire à ce moment-là, mais si vous pouvez faire ça, vous n'avez pas besoin de boussole. Mais enfin, on a parlé de boussole comme ça. Mais vous voyez que c'est un souvenir qui me restait, qui m'a vraiment marqué à l'époque. Moi, j'avais fait mon service militaire, j'avais conduit mes hommes à travers des montagnes dans le brouillard où il n'y avait que la boussole pour nous guider. Je savais à quoi je devais ma survie dans tout ça. Et lui, bon, il savait faire sans ça. Un peu plus tard, toujours dans la même industrie, mais cette fois au centre de l'Ontario, j'étais dans une mine à ciel ouvert avec le contre. Les contremaîtres sont généralement des gens très intéressants parce que ce sont des ouvriers assez motivés, intelligents et tout ça pour avancer, mais qui n'ont pas acquis nos préjugés dans une formation déjà trop bourrée de clichés. Eh bien, voilà, nous établissions un petit fourneau pour faire de la vapeur pour l'une des machines qu'il fallait chauffer dans ces conditions-là. Et c'était donc dans une sorte de cylindre horizontal dans lequel on mettait du bois pour maintenir le feu. Et cela a rappelé à mon collègue un poème que vous connaissez probablement tous, The Cremation of Sam McGee. S'il y en a qui ne connaissent pas, j'explique. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas The Cremation of Sam McGee? Oui, bon, j'explique. Très bien. C'est une histoire de mineurs dans le Yukon, dont un semble
être déjà morts de froid, et les autres sont très embarrassés, qu'est-ce qu'il faut faire du cadavre? On traîne le cadavre un peu parce que, évidemment, le sol est trop dur, on ne peut pas l'enterrer. Et ils décident à la fin ils optent pour la crémation. Ils ont un fourneau du type que je viens de vous expliquer. Donc, ils mettent le copain dans le fourneau et ils jouent aux cartes un peu. Et après un certain temps, ils se demandent, est-ce qu'il est déjà bien cuit? On va ouvrir la porte pour voir un peu. Et lui, il crie de l'intérieur, fermez la porte, c'est la première fois que j'ai chaud depuis que j'ai quitté chez moi. Bon, donc c'est un poème narratif comique de Robert Service. Mais si je vous cite ce poème-là dans ce contexte-ci, c'est aussi pour indiquer que sur 2 volets comme ça, j'ai appris très rapidement à quel point le Nord ou la forêt ou quelque chose de ce genre-là était dans la culture vernaculaire. Le contremaître au Québec qui me raconte des histoires d'ours dans la forêt et le contremaître dans la mine à ciel ouvert en Ontario qui spontanément récite tout ce long poème narratif. Et tout le monde semblait le connaître. Voilà. D'autres choses dans ma vie que je ne raconte pas. Je me trouve un peu plus tard, ayant fait quelques économies, à me remettre à mes études à University of Western Ontario. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un vieux prof qui s'appelle William Edwin Collin, auteur d'un livre qui s'appelle The White Savannas, qui apparemment était le premier livre, tout un volume consacré à la poésie canadienne. Vous voyez, dans si peu de temps, allant du vrai pionnier jusqu'à aujourd'hui, combien de distance on a couvert. Il serait presque inconcevable maintenant de dire, je connais le type qui a écrit le premier livre sur la littérature canadienne, mais c'était à peu près ça. Très intelligent d'ailleurs. Donc, il m'a mis à lire, donc, il dirigeait mes études, il m'a mis à lire toutes sortes de choses dans la littérature canadienne-française traditionnelle, et des poésies, des romans, dont je reconnaissais que la plupart renvoyaient au grand thème de l'époque, la terre. Et quand je dis la terre, je veux dire la terre pour l'agriculture, bourré de didactisme, de morale. Je commençais de regretter mon choix. Antoine Gérin-Lajoie, quel prosaïsme! Il commence son roman avec les mots « Ceci n'est pas un roman ». Et c'est une remarque assez juste. Lionel Groux, Claude-Henri Grignon, plus amusant parfois, la poésie de Blanche Lamontagne, de William Chapman, très inégal, parfois des moments vraiment très éclairés, mais je cite surtout un sonnet de William Chapman qui s'appelle Le Laboureur. Si vous ne connaissez pas, vérifiez après que ça existe, et qui est vraiment le type de ce que je ne savais pas encore appeler l'agriculturisme, c'est un mot que j'ai appris un peu plus tard. Le laboureur collabore avec Dieu, dit Chapman. Et là, c'était l'essentiel de ce qui était considéré comme la littérature canadienne-française à l'époque. Dans la mesure où on acceptait que ça existait, la littérature canadienne-française. Parce que, n'oublions pas que je parle dans un contexte où on doutait très fort de cela. On posait la question sans ironie. Est-ce qu'il y a vraiment une littérature canadienne ou canadienne-française ou quoi encore? Là encore, vous pouvez vérifier ce contexte culturel. Vous cherchez les vieux manuels scolaires, Samuel Baillargeon, des gens comme ça, pour voir ce qu'ils disent. Ils font presque des excuses pour avoir écrit un manuel de littérature canadienne. Donc, dans ce contexte-là,
Je trouvais par contre une grande consolation dans les poésies d'Alfred Desrochers, dont j'ai reconnu tout de suite que c'était pas la même chose du tout, et dans le roman 30 arpents, dont je voyais que c'était la terre, oui, mais c'était un autre genre de roman. Donc, un peu plus tard, je suis tombé sur le fameux essai de Michel Brunet, Trois dominantes de la pensée canadienne-française, qui existait déjà, mais ça m'a pris du temps pour le découvrir. Les trois dominantes de la pensée canadienne-française étaient l'anti-étatisme, ma foi, j'ai oublié, enfin surtout ce qu'il appelait l'agriculturisme. Et là, il fustigeait, bien sûr, toute cette idéologie qu'il appelait agriculturisme, le culte des valeurs traditionnelles rattachées à la terre et tout ça. Et là encore, c'était vraiment très rassurant pour moi de trouver un intellectuel très nationaliste, Michel Brunet, qui dénonce le genre de littérature que j'avais appris franchement à ne pas aimer. Et bon, mais qu'est-ce que j'allais faire? C'était encore une question personnelle pour moi, où aller dans cette situation-là, parce que je voyais bien que l'agriculturisme était encore triomphant. Mais là, dans mes explorations de la littérature de l'époque, je commençais de voir la sortie. Ça a commencé surtout avec Joseph-Charles Taché, Forestiers et voyageurs. Là, j'ai appris ce qu'il voulait dire par un voyageur. Là, j'ai appris un certain sens de l'humour que je n'avais pas trouvé jusque-là. Là, j'ai appris que malgré le didactisme de Taché, parce qu'il n'est pas moins didactique que les autres, mais malgré tout ça, il y avait une autre lecture à faire du même texte. Et le type populaire me rappelait beaucoup mes deux contremaîtres, des gens qui avaient du caractère et du rapport donc à la forêt, au nord et aux conditions naturelles. Forestiers et voyageurs m'a mené aussi tout de suite au sens du voyage, comme je cherche le terme sans trop anticiper ce que j'allais dire après, mais le sens du voyage comme motif organisateur d'un roman. C'est un roman épisodique, mais c'est quand même un roman. Et c'était en particulier le voyage des pays d'en haut. Alors là, ça m'a vraiment embarqué sur toutes sortes de lectures après. Là, j'ai demandé au professeur Collin, bon, qu'est-ce que je peux encore trouver de ce genre-là? Ah oui, je n'avais pas dit. À l'époque dont je parle, il n'y avait pas de dépôt légal au Canada. Ça n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de bibliographie définitive. On était vraiment dans la forêt, sans boussole. Il fallait vraiment explorer. Gérard Touga avait publié le catalogue de la bibliothèque de UBC, qui aidait quand même un peu, et plus qu'un peu. Donc, il me renvoie donc chez Léopold Desrosiers, les engagés du Grand Portage, des romans comme ça. Et en même temps, j'avais à lire toute la critique existante à l'époque, qui était dominée par un personnage, je parie que vous ne connaissez pas du tout maintenant, Camille Roy. Est-ce que ce nom dit quelque chose à quelqu'un? Non. Il était le grand ponte de la littérature canadienne-française. Et là encore, pour rétablir le contexte critique de l'époque, il faut lire Camille Roy. D'un didactisme monumental et de mépris pas toujours caché pour ceux dont il traitait. C'est très curieux comme mentalité. Mais
Donc champion de la bonne morale, agriculturiste selon la terminologie de Michel Brunet. Mais c'est à ce moment-là que je comprenais, en lisant tous ces récits des aventures dans les pays d'en haut, qu'il y avait quand même une tradition alternative, que ce n'était pas tout l'agriculturisme, ce n'était pas tout l'heure des vaches, comme on disait pour catégoriser la poésie de l'époque. Donc, j'étais déterminé à ce moment-là à poursuivre. Desrochers, alors. Desrochers évoque le sens du voyage, des espérances romantiques, hymne au vent du Nord, à peu près comme les autres voyageurs que j'avais lus. Mais surtout, son poème que je présume que tout le monde connaît maintenant, j'arrive à des choses connues, je suis un fils déchu de race surhumaine. Là, il révèle toute la tradition des voyageurs, des coureurs de bois, des bûcherons, pour ce que c'est, c'est-à-dire déjà un mythe. Je suis le fils déchu de race surhumaine. J'entends toujours chanter en moi les chansons des voyageurs. Ce sont les mots-clés de Desrochers. C'est donc qu'il reconnaît déjà que cette tradition des voyages, notamment vers les pays d'en haut, a quelque chose de psychique en plus d'être géographique et historique. Bon, là, ça commençait d'être plus intéressant. Et donc, à la relecture de tout ça, on pouvait voir que le mot terroir n'était pas nécessairement mauvais mot. Il y avait quand même de la poésie du terroir qui était valable, qui ouvrait des voies. C'était surtout le sens spirituel du voyage. Et là encore, j'ai été très surpris de ce que je découvrais. Trouvé dans cette poésie dont Gérard Bessette disait que Desrochers chope à cause de, j'essaie de citer de mémoire, à cause de l'immédiat de ces comparaisons. Non, pour moi, c'était pas ça, parce que l'ensemble avait un sens en plus. Le grand romancier de l'époque était André Langevin, auteur de 3 romans jusque-là: Évadé de la nuit, Poussière sur la ville, Le temps des hommes. Et dans chacun de ces 3 romans, bon, il y a les mythes personnels, si j'ose dire, de Langevin. Vous savez qu'il était lui-même orphelin, élevé dans un orphelinat, qui a fait beaucoup de choses qui sont à expliquer pour nous. Et dans chacun de ces romans, jusque-là, il y avait toujours un enfant mort. C'est très mauvais signe pour lui. Il y a toujours l'absence du père, la recherche d'un père qui se confond tôt ou tard à la recherche de Dieu. Et tout ça, dans chacun de ces 3 romans, lié dans une certaine mesure à, je ne vais pas dire Nord tout de suite, mais disons à la terre sauvage, mais qui devient de plus en plus, surtout dans le temps des hommes, une vision du Nord. Toutes les terres sauvages se confondent tôt ou tard avec une vision du Nord. Les pays d'en haut aussi se confondent dans les choses que je lisais avec une idée moins précise du Nord. Évidemment, quand on dit les pays d'en haut, c'est une référence historique. Mais en général, ça voulait dire on partait vers le nord-ouest, et quand on a dit nord-ouest, c'est toujours plus au nord, ou presque toujours. Le roman d'André Langevin avait toujours le sombre ton tragique. Et on voyait bien que
ce nord, ces pays d'en haut, ces terres sauvages, ces terres incultes, étaient en quelque sorte le théâtre d'une tragédie. Est-ce que ça voulait dire que l'on recherchait Dieu ou quelque chose de positif de ce genre-là en remontant vers le chaos originel? C'est beaucoup plus tard que j'ai commencé de poser la question de cette façon-là. À l'époque, c'était simplement que le nord, la forêt, les pays froids, les lacs gelés, tout ça, c'est un espace vide où on peut chercher Dieu pour lui. Si vous n'avez pas lu récemment Le Temps des Hommes, je vous rappelle que Dieu ne se présente pas au rendez-vous. C'est donc le fameux Deus absconditus du jansénisme. Et c'est pour ça qu'on considérait à l'époque que Langevin était la grande expression du jansénisme canadien-français. Il y avait aussi des romanciers comme Bertrand Wack, Louise Genet, où on avait l'impression de rencontrer un homme de la forêt, un amant pour qui la petite Louise quitte volontiers le foyer, mais sans songer qu'elle aura des problèmes pour élever son enfant. Donc, un conflit de ce genre-là autour de l'homme de la forêt, qui, dans l'occurrence, est une corolle de bois métisse. Je trouvais donc une thématique de plus en plus large autour de tout cela, et dans le contexte de cette fameuse question « Avons-nous une littérature canadienne-française ?» je me sentais de plus en plus sûr de moi pour dire oui, bien sûr, il y a toute cette toutes ces thématiques autour du Nord, autour de la forêt, autour des terres incultes, qui est vraiment caractéristique, parce qu'on ne trouve pas des paysages comme ça n'importe où. J'étais encore un peu trop timide pour avancer de façon très très forte cette idée que vraiment moi j'avais découvert ce que tous les autres cherchaient sans le trouver, mais ça venait progressivement. Bien sûr, on avait toujours au Québec le problème du cléricalisme. C'est pour ça qu'on faisait la promotion de l'agriculturisme. Michel Brunet l'avait bien vu. Et c'est aussi pour ça qu'on cachait un peu le genre de littérature qui justement me plaisait le plus dans votre patrimoine. J'étais sûr d'avoir trouvé donc un trait dominant. En même temps, cela, il faut insister, n'est pas exclusivement canadien-français, ni exclusivement canadien. Je voyais des analogies par-ci, par-là, que je n'avais pas le temps d'explorer tout de suite. Restons donc dans la littérature canadienne-anglaise. Je vous ai cité Robert Service, du début du XXe siècle. Ça existait depuis très longtemps en anglais. This is the law of the Yukon, and ever she makes it plain. Alternatif au cowboy américain comme figure nationale. Et il y avait aussi des poètes canadiens-anglais qui faisaient de la poésie descriptive, Duncan Campbell Scott en particulier, qui faisait beaucoup de descriptions des pays du Nord qu'il connaissait bien. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris comment il arrivait à connaître tout ça. Il était fonctionnaire, le fonctionnaire qui surveillait les fameux pensionnats pour les Indiens, pour supprimer leur propre langue, il substituait les langues officielles. Il écrivait donc la poésie descriptive comme un moyen d'évasion à son seul métier. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas non plus que pendant que moi, je commençais d'accumuler les données
pour écrire éventuellement The Long Journey. Il y avait un musicien brillant, jeune musicien qui s'appelle Glenn Gould, qui se promenait sur la côte nord du lac Supérieur, près de Wawa, en songeant à ce qu'il appelait plus tard The Idea of North, dont il a fait une série radiophonique en 1967. Si vous voulez connaître ça, vous l'avez sur DVD maintenant. Il y avait aussi, bien sûr, un hymne qui n'était pas encore l'hymne national du Canada au Canada, et vous comparez ligne par ligne, ça donnait des résultats très curieux. Là où en français vous avez ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix, en anglais vous avez The True North Strong and Free. Bon, évidemment c'est une question métrique aussi, mais c'est comme ça que le juge Weir a traduit le poème d'Adolphe Basile Routier. Donc, on voyait donc tout ce contexte autour de ce que je lisais, et je savais que je pouvais élargir le champ. N'oublions pas que j'avais déjà découvert dans ma courte carrière industrielle, j'avais déjà découvert le fond vernaculaire de tout ça. Et je cherchais donc encore des signes, des coureurs de bois, des hommes de la forêt, de différentes sortes, cette fois-ci dans la littérature de découverte, en remontant historiquement des types comme Étienne Brûlé, le peu qu'on peut savoir d'eux, bien sûr, le très peu qu'on peut savoir des coureurs de bois historiques, on trouve quand même dans les archives coloniales beaucoup de remarques sur ces jeunes gens, les fils d'habitants qui ne voulaient pas rester tranquillement là où ils étaient, qui s'en allaient vers la forêt pour différentes raisons. Mais selon les critiques qui faisaient les commentaires sur eux, c'était pour chercher le plus grand péché possible, la liberté. Ils ne savent pas se conformer, ils cherchent la liberté des animaux sauvages. Et donc, oui, je trouvais de ça dans les archives coloniales. Ce qui m'a amené à lire encore la littérature de découverte, parce que là se posait une autre question pour moi. Si je trouve ça dans le contexte actuel ou remontant au XIXe siècle, est-ce que je peux remonter jusqu'à l'époque coloniale? Est-ce que je peux remonter avec une tradition continue depuis la colonisation française jusqu'à aujourd'hui? Ma réponse, j'ai dit oui, j'ai trouvé, mais toujours avec juste un peu de doute, parce que je me rends compte que je force un peu les choses parfois. Mais j'ai cru quand même trouver, pas dans les relations des jésuites, mais dans la relation du franciscain Gabriel Sagard, j'ai trouvé qu'il y avait quand même le prototype de ce que je trouvais déjà dans la littérature canadienne-française de mon époque. Et là a commencé une liaison durable, parce que je n'ai pas quitté cet auteur depuis. J'ai fait des éditions de son œuvre, j'ai fait des études de toutes les sortes, tellement je suis attaché à cet auteur-là. Le sens du voyage que je trouvais d'abord, il y a ça, mais aussi toutes sortes de réflexions à faire sur ce que j'appelais de plus en plus souvent maintenant les pays d'en haut. Là encore, c'était une question de définition pour moi très difficile à résoudre. Je n'ai peut-être pas encore fait. Est-ce qu'il faut parler des pays d'en haut ou est-ce qu'il faut parler du Nord? J'avais beaucoup de mal à résoudre cette question dans mon fort intérieur, mais il fallait quand même la résoudre sur papier. Alors là, j'ai opté pour les pays d'en haut. Mais pendant très longtemps, j'avais des doutes, et j'étais très frappé quand Jean Simard a proposé de traduire mon ouvrage.
J'ai été ravi, bien sûr, parce que c'est déjà un romancier pour qui j'avais beaucoup de respect. C'est lui qui a mis le titre L'Appel du Nord. C'est-à-dire que lui a traduit Pays d'en haut par Nord. J'ai accepté, bien sûr, parce que comme ça, je pouvais je pouvais ménager le chou et la chèvre. Hein. J'avais le Pays d'en haut en anglais et le Nord en français. Et je suis toujours resté dans la même ambiguïté. Bon. Des œuvres aussi, je découvrais, où le Nord n'occupait pas la place centrale, mais combien c'était fréquent, comme leitmotiv, comme thème secondaire, comme quelque chose comme ça, dans beaucoup de romans. Je ne cite qu'un seul exemple, Pierre le Magnifique, de Roger Lemelin. Vous ne pensez pas à Lemelin comme un auteur de la forêt, normalement. C'est vraiment le romancier de la ville. Mais, dans Pierre le Magnifique, il y a un épisode très marquant pour le personnage principal qui se passe justement au nord du Québec, dans la forêt, dans un camp de bûcherons. Et là, j'ai cherché dans les autres romans. Il y a partout des petites excursions vers le nord. Par exemple, dans Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, encore une fois un roman urbain, mais le seul moment de détente que Gabriel Roy offre au personnage de ce malheureux roman, c'est une excursion à la campagne où on va un peu vers la forêt, on découvre un peu autre chose. Alors là, Alexandre Chenvert est déjà là en germe. Alors, c'est le Montréalais qui va chercher un autre soi-même dans le Nord. Pour lui, c'est le Grand Nord, c'est-à-dire c'est du côté c'est de Saint-Donat. Mais pour lui, c'est vraiment ce qui va changer le monde qui est malade, il le sait bien. Donc, il fallait donc aller au-delà de ça. En attendant, j'avais à lire les biographies des missionnaires. Alors là, ça me rapportait beaucoup moins dans la version définitive de The Long Journey. Mais j'ai lu, à cette époque-là, une quantité épouvantable de biographies de missionnaires. Et là, il m'a fallu reconnaître quelque chose qui m'a paru très important après. C'est que c'était vrai que ces gens-là montraient un courage extraordinaire. Ils se baladaient au-delà de la ligne des arbres et tout ça, à la recherche de gens dont ils pouvaient peut-être sauver l'âme. Des voyages vraiment héroïques, vraiment héroïques. Et pourtant, le récit était tout à fait ennuyeux. À quoi ça tient? Qu'est-ce qui manquait? Bon, il y avait, entre autres choses, le problème que toutes ces biographies se ressemblaient. C'était comme si on avait écrit, on a un patron, remplir les cases. Mais ça m'a mis à réfléchir encore une fois sur le sens du voyage, sur le sentiment qu'on peut avoir en lisant autour du Nord. Il y a bien sûr toujours à penser à l'existence de ces choses-là au-delà du Canada, mais comme disait à l'époque, je n'y pensais pas beaucoup. Je savais que ça existait parce que quand j'étais petit, je m'étais vraiment gavé des romans de Jack London. Donc je savais que tous ces récits du Nord étaient dans la littérature américaine et combien d'autres. Ensuite, ça a été une chance pour moi. Ensuite est venue la floraison de la littérature visant le Nord. Agagouk, 1958, Achini, 1960, Alexandre Chenvert, pardon, j'aurais dû dire avant, 54, La montagne secrète, 61, Cul-de-sac, toujours de Thériault, 61. Donc, toute une grappe de romans
qui appuyait ce qui devenait ma thèse. À ce moment-là, je me suis trouvé donc en face d'un autre besoin. Je ressentais de plus en plus le besoin d'une théorie cohérente autour de ça. Et il ne me suffisait pas de faire le catalogue thématique de tout ce que je trouvais dedans. Je cherchais quelque chose de plus. Mais, bien sûr, sur le plan thématique, je voyais déjà très bien ce qu'il y avait. Des évasions vers le nord qui correspondaient parfois à la recherche de soi et parfois à la recherche de la liberté. Un peu moins souvent, toujours homologué à l'histoire glorieuse de la colonisation française. Ça existait aussi. Mais je me suis dit qu'il y a donc deux archétypes qui sautent aux yeux ici. Il y a le voyage même comme paradigme, je reviens à cette question, et il y a les échos du mythe du bon sauvage. Les personnages dans ce roman n'étaient pas des Amérindiens, je ne parle pas d'Amérindiens réels, je parle d'un type d'homme associé à la forêt ou aux autres terres incultes qui hérite en littérature, qui hérite des vertus du bon sauvage dans la littérature française du XVIIIe siècle. Et il y a les Thomas Claret de Louise Genet, par exemple, est un type d'homme qui pourrait être un bon sauvage si seulement on l'habillait d'une autre façon. Donc, deux archétypes comme ça. Et là, je reviens à une des questions théoriques les plus importantes de l'époque. On était en pleine période de Jung à l'époque. Donc la recherche de l'archétype était partout. L'archétype semble être la clé de toutes ces questions. Et j'étais fortement encouragé à rechercher donc le sens de ces archétypes dans la littérature que je lisais. Il y avait un autre intérêt à cela parce que bien sûr, si je pouvais faire des archétypes comme le bon sauvage dans mes études, ça me remettait aussi sur le plan mondial. Et là encore, c'est dans le contexte de l'époque. J'insiste, c'était une des questions brûlantes. D'abord la question, est-ce qu'il y a une littérature canadienne? Et ensuite la question, si oui, qu'est-ce que ça représente sur le plan mondial? Est-ce que c'est simplement tourné vers nous? Est-ce que c'est vraiment des histoires de paroisse? Ou est-ce que nous avons une littérature qui pourrait se prétendre universelle? C'est curieux la façon que les gens peuvent adopter de se faire souffrir, mais on se posait très souvent des questions angoissantes comme ça. Est-ce que la poésie canadienne-française doit être purement nationale ou est-ce qu'elle peut être universelle? Parce que, bien sûr, là je reviens aux critiques dont j'ai parlé tout à l'heure, Camille Leroy, la grande question, on sait que les classiques français sont universels. Là, c'est un des dogmes de la vieille critique qu'on nous enseignait à mon époque. Molière, Racine, oui, c'est universel. Alors que Philippe Pinton, Alfred Desrochers, c'est le clocher de la paroisse. On se donnait des questions comme ça. Bon, les archétypes me donnaient donc une autre perspective de ce genre-là. Et pourtant, j'avais des réserves. Et j'ai perdu beaucoup de temps à me débarrasser du concept d'archétype ou à le mettre à sa place.
Je préférais, mais vous voyez, j'avais déjà fait ma carrière industrielle, j'avais des termes d'ingénieur pour ça. Je préférais des mots comme paradigme, coefficient. Il y a le coefficient nordique dans ce récit-là, à 5% ou à 95%. C'était plus commode pour moi. Là encore, je ne l'ai pas gardé. Mais le voyage des pays d'en haut me semblait quand même un beau paradigme. Dans presque tous les voyages que je lisais, je pouvais voir à peu près le même profil. Un départ hésitant. Le meilleur exemple à propos, c'est Alexandre Chenvert, qui n'est pas un coureur de boîte, vous le savez bien. Mais Alexandre Chenvert part dans le doute, une exploration très timide, et puis il prend progressivement un peu de vitesse, et puis il commence de monter, et finit sur vraiment une élévation. Et il a un moment à Saint-Donat où il se croit vraiment dans la forêt, dans un monde où on peut être heureux, chose inimaginable dans son appartement à Montréal. Et puis c'est la chute rapide dans le car qui le ramène à Montréal après. C'est donc un profil qu'on pourrait dessiner entre deux paramètres, comme ça, progression géographique et progression psychique. Et là encore, j'ai pas tenu, et heureusement j'ai résisté à le dire sur papier. Je croyais vraiment trouver des voyages spirituels très connus, comme si vous connaissez un peu la poésie espagnole, San Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix, le voyage spirituel où mon âme s'est échappée une nuit et elle a monté les escaliers et tout ça. Oui, c'est le même profil, un autre décor. Donc, tous les voyages ont peut-être un sens spirituel, archétype vraiment universel dans ce cas-là. Quand on dit universel, bien sûr, on ne tient pas compte de la Thaïlande qu'on ne connaît pas, ni de l'Indonésie, ni de la moitié du monde. Mais universel, c'est donc dans les littératures ayant des rapports à l'Europe. Une structure qui pouvait donc être l'essentiel de la chose, des souvenirs, peut-être des échos de voyages spirituels ailleurs, ça me menait bientôt vers d'autres sortes de théories, notamment sur le chamanisme, j'explique un peu plus tard, mais prenons l'autre archétype que j'avais, donc le bon sauvage, le coureur de bois, dans la littérature. Je ne parle pas des gens qui ont pu exister réellement au XVIIe, XVIIIe siècle, mais les coureurs de bois semblent sortir comme des néo-sauvages. Le sauvage a toujours une certaine ambiguïté. Dans la tradition française, qui est sans doute la mieux connue, il y a toujours le côté sauvage gentil, le sauvage intelligent, qui a tout le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, le sauvage vraiment très, très attrayant, et il y a toujours le sauvage dur. Oui, c'est très gentil, la vie des sauvages, mais ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas besoin de cela. Et cette ambiguïté reste essentielle aux sauvages. Alors là, j'étais très étonné aussi de trouver que là, je pouvais remonter jusqu'à la littérature grecque classique. Les Grecs de l'époque classique avaient déjà leur sauvage à eux, les gens de la Thrace qui étaient aussi comme ça. Donc, là encore, donc, je donnais dans un exemple d'archétype qui pouvait être universel. L'exemple le mieux connu, bien sûr, est biblique, étant donné que la Bible a des moyens de diffusion que n'ont pas les autres livres. On connaît l'histoire de Jacob et Ésaü, l'homme des bois et l'homme de la ferme.
et le conflit entre eux. Ce sont des prototypes de toute cette question qui sont donc dans toutes les cultures judéo-chrétiennes. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ces modèles-là continuent jusque dans la littérature canadienne-française moderne. Encore plus ancien, si vous voulez vraiment remonter aux sources, l'épopée de Gilgamesh, la plus vieille épopée connue, et Gilgamesh est le roi un peu fatigué de la civilisation qui s'en va chercher un homme poilu qui s'appelle Enkidu. Et ils s'en vont faire des aventures dans la forêt ensemble. Et là, il faut qu'ils apprennent chacun un peu de l'autre. Donc, des archétypes à ce sens-là, et pourtant j'hésitais beaucoup sur le sens de la chose. Et maintenant, je vais avancer l'essentiel de ce qui m'a apparu comme une théorie valable après. Je dirais donc des paramètres, si vous voulez encore, X et Y. Paramètre A, le voyage archétypal, qui est comme le squelette de tous ces récits. Départ, perte d'identité, labeur, confusion, exaltation et retour dégrisé. À peu près ça, en général. Et Y, le voyage historique. Au Canada, oui, je peux tracer tout ça sur une carte. La montée vers les pays d'en haut, on peut le tracer, grâce surtout à Léopold Desrosiers, mais grâce aussi à la petite embarcation qu'on peut faire. Par la suite, longtemps après avoir terminé le Long Journey, j'ai fait presque toutes les étapes de ce voyage moi-même, en canot, à pied ou en vélo, selon les conditions. Et oui, j'ai confirmé donc que oui, ça existe sur Terre, en rocher, en eau, on peut le trouver. Le parcours référentiel, donc, je considérais comme une sorte de, comme la chair qu'on pouvait mettre sur le squelette du voyage archétypal. Côté voyage archétypal, je ne m'étais pas encore débarrassé de Jung, mais j'ai commencé de lire de plus en plus Mircea Eliade, spécialiste, un roumain spécialiste des religions comparées, qui parle beaucoup à propos du chamanisme, qui parle beaucoup de ce genre de voyage spirituel qui est créé par le chaman. Donc, et côté Y, côté voyage historique référentiel, un autre moyen de s'identifier au pays. On en avait assez de l'agriculturisme, comme j'ai dit, mais à bien y penser, toute cette littérature du terroir était quand même une recherche d'identité, un moyen d'affirmer, une affirmation de l'identité par rapport à la terre. Donc, le voyage des pays d'en haut peut être considéré donc comme une recherche identitaire alternative. Au lieu de l'heure des vaches, c'est l'aventure du corps de bois. Et pour les gens de l'époque où je pensais tout ça, c'était certainement plus attractif parce que les Canadiens en général, on avait assez de tirer les vaches, quoi. On voulait faire autre chose. On voulait se considérer comme autre chose. Et là, j'ai eu une chance aussi, en lisant toujours un peu autour de la question, le voyage archétypal. J'ai trouvé quelqu'un qui en avait traité, magistralement, et qui s'appelle Maud Bodkin. Maud Bodkin publie en 1930 un volume intitulé
archetypal patterns in poetry. Elle traitait surtout de la poésie de Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, en particulier, Kubla Khan. Vous connaissez un peu Samuel Taylor Coleridge? In Kubla Khan, j'essaie de réciter de mémoire, il ne vient pas. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alph the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. Vous voyez que c'est déjà de la poésie onirique. Et The Rime of the Ancient Mariner est un voyage au-dessous de la mer, dans un sens. The Ancient Mariner doit raconter une histoire invraisemblable de son voyage où il sacrifie et retrouve son âme. C'est donc un modèle archétypal vraiment majeur. Maud Bodkin avait donc écrit tout ça, et je trouvais beaucoup d'aide pour une méthodologie de l'étude du voyage. D'autant plus que Maud Bodkin avait tout lu de Jung, qu'elle avait fini par rejeter. Pourquoi tout lu? Elle était employée comme lectrice d'épreuves à la maison qui publiait les traductions anglaises de l'œuvre de Jung. Donc elle connaissait tout, comme pas un. Et voilà, donc mais elle avait été quand même dirigée par le concept de l'archétype. Bon, l'intérêt de l'archétype pour moi, c'était surtout que cela menait plus loin qu'un ensemble thématique plus ou moins complexe. Bien sûr, cet ensemble thématique existait, il fallait le reconnaître. Dans la littérature des voyages vers le nord, il y avait presque toujours l'esprit rebelle, même dans l'œuvre de Joseph Charles Taché, qui est quand même assez didactique. Ça finit dans une bonne réforme catholique comme il en faut et très édifiante à la fin. Mais on voit quand même que le garçon qui a besoin de se réformer, bon, il a besoin. Il a fait toutes sortes de choses pour avoir besoin de fuir. Et les pays d'en haut sont surtout un refuge pour les criminels, les mangeurs de lard, comme on disait aussi, les gens qui mangent de la viande en carême. Par extension, tout ce qui est réfractaire à la discipline catholique. Il y a donc toujours l'esprit rebelle, mais il y a aussi, dans le voyage historique, référentiel, il y a toujours le sentiment de l'authentique. Vous pouvez être sûr que, même si vous lisez une fiction, c'est vrai. On passe par le réel. Ce genre de voyage-là existe en temps et lieu. Et là, c'est un principe que j'ai retenu après, pour adopter enfin le concept de mythe. Parce que pour moi maintenant, l'essentiel de cette littérature, ce qui donnait de la cohésion à tout le corpus. Ah oui, j'ai pas assez insisté, je traite d'un corpus et non pas d'un seul auteur. On ne peut pas vraiment parler de mythe sans traiter d'une grande quantité. Ce qu'il y avait donc, c'était à la fois l'archétypal et l'historique ou référentiel. Il faut toujours se référer à un endroit précis pour raconter un conte type. Donc, ces dimensions multiples sont comme ça, et là, on peut aller donc au-delà de la littérature, on cherche d'autres disciplines. Harold Innis, The Fur Trade in Canada, 1930, explique non seulement l'histoire économique du Canada, mais soutient aussi que c'est cela qui a formé la culture du pays. The staple trade. Après la fourrure, c'est le bois, après le bois, c'est le blé, après le blé, c'est la dépression. Il y a des histoires,
il y a bien sûr la redécouverte de Louis Aymon à faire après ça. Je n'entre pas dans le détail ici. Il y a la musique dont je regrette l'absence dans tous nos colloques, mais voilà. Il y a Glenn Gould qui fait The Idea of North en musique. Il y a la peinture, évidemment, où le groupe de 7, s'inspirant peut-être d'autres artistes dans d'autres pays, je veux bien, mais qui s'inspire aussi du nord référentiel de l'Ontario, le nord du lac supérieur, là où était Glenn Gould, un peu plus tard. Quelques romans anglais, bon, je ne suis pas beaucoup, il y en a énormément. John Buchan, Sick Heart River, le businessman montréalais qui est malade et qui va à la guérison de son âme, où? Mais dans le nord, évidemment. Où est-ce qu'on pourrait aller pour se guérir? Hugh McLennan, c'est légèrement plus compliqué. C'est pas le nord, c'est la forêt du Nouveau-Brunswick, mais des choses parallèles. The Watch That Ends the Night. Mais beaucoup plus tard, en 1976, donc bien après ce que j'avais écrit moi-même, il y a la dérive parodique qui a une certaine valeur précieuse pour moi. Marion Engel, Bear. Vous connaissez ce roman, Bear de Marion Engel? Là, pour un traitement parodique du Nord, c'est vraiment une petite perle. Donc, j'aboutis donc à une théorie du mythe. À partir de tout ça, je commence de mettre ensemble une théorie du mythe. Et là encore, je dis que j'ai perdu beaucoup de temps à lire des théoriciens qui ne rapportaient pas. Je ne les nomme pas ici. Je vous dis simplement ce que j'ai trouvé de plus positif dans tout ça. Et là encore, il n'y a pas plus étonné que moi. Un tout petit article de Pierre Albuy, publié en 1970 dans la revue L'Histoire de littérature française, quelques gloses sur la notion de mythe. Un article publié en 1984 par Philippe Sellier dans la revue Littérature. Les livres très importants du classiciste Jean-Pierre Vernant, qui vient de décéder il y a peut-être un mois, Jean-Pierre Vernant, les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Beaucoup de spéculations donc sur la nature du mythe chez les peuples lettrés. Des rapports avec des peuples non lettrés se trouvent aussi, mais là, vous allez beaucoup plus loin de ce de quoi je parle aujourd'hui. Le plus intéressant pour moi dans tout ça, si vous voulez savoir, c'est G.S. Kirk, K-I-R-K, Myth and its Meaning in Classical and Some Other Cultures. Drôle de titre, comme ça. Donc, l'essentiel de tout ça, c'est qu'un mythe est d'abord un récit, c'est le sens étymologique du mot. C'est un récit traditionnel, souvent répété. Il y a dans ce récit un héros qui représente une figure ancestrale, surhumaine ou en quelque chose qui signifie beaucoup pour le peuple en question. Mais le mythe est très variable. L'auteur individuel peut beaucoup varier l'histoire dont il a adopté le modèle. Il reste toujours quelques éléments à discerner qui restent constants, mais avec beaucoup de possibilités de variation. C'est un récit qui porte une certaine vision, normalement, une vision sur les origines du monde, ou sur les origines du peuple, ou sur le caractère essentiel du peuple, ou, enfin, des choses importantes dans la vie. Les mythes, j'ajoute, c'est pas Pierre Albuy, c'est pas Philippe Sellier, c'est vraiment une réflexion de moi-même ajoutée à tout ça. Le mythe peut être accaparé par une idéologie. Témoin la terre dans la littérature canadienne-française traditionnelle. Mais qui n'est pas
nécessairement identifié à cette idéologie. Et c'est ça qui a été très souvent raté dans les années 60-70, ici au Canada. Les gens croyaient que tout ce qui touchait à la terre était nécessairement réactionnaire et compagnie. Pas forcément. Et le mythe emprunte toujours un support référentiel, histoire, géographie ou quelque chose comme ça. Et finalement, les mythes paraissent dans des amalgames assez variés. On prend des éléments de mythe et on peut l'incorporer avec un autre. L'exemple que j'ai noté pour l'illustration, c'est toujours le temps des hommes d'Alexandre Langevin, le mythe du Nord, assimilé en quelque sorte à l'histoire de Job, qui est encore une de ces histoires mythiques que nous connaissons tous. Alors voilà, donc, j'ai fini par pouvoir comprimer mes différents éléments de définition du mythe, et j'en suis arrivé à peu près là.